Zung sur la thématique qui nous occupe aujourd'hui. De courtes capsules interviews d'experts et de professionnels. Catherine Belzung s'est également prêtée à l'exercice et vous les retrouverez sur le site de Yapaka. Un module de formation en ligne, mais aussi de courts textes. Voilà, tout ça est téléchargeable et ce webinaire fait évidemment entièrement partie des outils de formation qui sont mis en ligne par Yapaka. Et le deuxième axe qui occupe notre travail chez Yapaka relève davantage d'un travail de sensibilisation auprès du grand public et ça prend la forme de campagnes grand public. Et la dernière que nous avons menée s'est intéressée particulièrement à la place du jeu dans le développement des enfants et s'appelle Je t'aime. Vous la retrouverez également sur le site de Yapaka. Alors donc aujourd'hui, nous allons nous centrer sur l'apport des neurosciences concernant les maltraitances infantiles. Est-ce que la maltraitance infantile a des impacts sur le cerveau en construction des enfants, sur les cellules aussi? Est-ce que ces impacts durent le temps que durent les maltraitances ou est-ce qu'elles perdurent à l'âge adulte? Est-ce que les différents types de maltraitance ont les mêmes impacts neurobiologiques? C'est-à-dire, est-ce que la négligence a le même impact que les abus sexuels? Est-ce que la maltraitance physique a les mêmes impacts que la maltraitance psychologique, par exemple? Qu'est-ce que les neurosciences peuvent nous dire de la question de la transmission de ces traces neurobiologiques de génération en génération? Et comment finalement, en tant que professionnel, faire prévention et soins au regard de ce qu'induit la maltraitance infantile dans les corps? Alors avant de plonger au cœur de ces questions, je vais faire une petite parenthèse technique. Nous sommes pour le moment nombreux à être connectés. Je parviens, ah voilà, à peu près 130, plus de 130 à être connectés pour le moment pour travailler ensemble. Alors, vous voyez actuellement 3 des 7 membres de l'équipe de Yapaka, Diane Huppert, Laurane Baudelot et moi-même, et nous sommes rejointes aujourd'hui par Catherine Belzug. Pendant le webinaire, vous ne verrez plus que Catherine Belzung et le PowerPoint qui va illustrer son propos. Mais nous restons bien actifs derrière nos écrans parce que vous aurez remarqué que vos caméras et vos micros sont coupés. Mais pour qu'il y ait de l'interactivité entre nous, je vous propose d'utiliser l'onglet questions et réponses pour envoyer vos questions, vos réflexions, vos suggestions. Et moi, je m'en ferai le porte-voix auprès de Catherine Belzung à la fin de son propos. Alors, malheureusement, si vous rencontrez des problèmes techniques, nous ne sommes pas en possibilité de vous aider. Mais sachez que le temps de travail est enregistré et donc vous pourrez retrouver le webinaire dans l'après-midi ou plus tard ou au plus tard demain sur le site de yapaka.be. Alors, il me reste à vous présenter Catherine Belzung, qui a accepté de venir travailler ces questions avec nous aujourd'hui. Catherine Belzung est docteure en neurosciences, professeure à l'Université de Tours, directrice du laboratoire INSERM iBrain, coordinatrice de la chaire UNESCO en maltraitance infantile et présidente de la Société de neurosciences. Son domaine d'activité, son domaine de recherche concerne la biologie des émotions et des maladies mentales. Et elle a pris la plume, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du dernier temps d'arrêt, Enfance maltraitée, les apports des neurosciences, que vous retrouverez donc en téléchargement gratuit sur yapaka.be. Je lui laisse la parole et je suis attentive à ce que vous allez déposer dans les questions et réponses et je m'en ferai donc le porte-voix auprès de Catherine Belzung à la fin de son propos. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Claire-Anne de cette introduction et de cette présentation. J'espère que vous voyez bien mon écran, puisque ça va être utile, puisque pour parler du cerveau, c'est mieux de disposer d'illustrations. Donc voilà, je vais effectivement, comme elle l'a dit, je suis neurobiologiste, donc effectivement, je vais parler pas mal du cerveau.
Ici, un petit peu les points qu'on va aborder. On va passer très très rapidement une seule slide sur l'épidémiologie, mais on verra ensuite un petit peu les conséquences de la maltraitance sur le plan du comportement et des pathologies psychiatriques. On passera très vite aussi parce qu'on va plus approfondir les conséquences biologiques en nous focalisant un petit peu sur le cerveau. On va essayer ensuite de comprendre pourquoi tout le monde ne subit pas dans les mêmes proportions l'impact de la maltraitance, en parlant un petit peu de la résilience à vulnérabilité. On verra que la maltraitance, ou surtout les séquelles biologiques de la maltraitance, peuvent franchir les générations, ça peut aller jusqu'à 5, 6 générations. Et pour finir sur une note un peu plus optimiste, on verra qu'on peut contrecarrer ces altérations par un certain nombre d'interventions. Donc, simplement, cette unique diapositive pour vous dire que, comme vous le savez probablement, il y a 4 formes principales de maltraitance infantile. Il y a la maltraitance physique, c'est celle à laquelle on pense spontanément, les coups, les blessures. Il y a les abus sexuels, mais qui en proportion représentent seulement 3% de l'ensemble des maltraitances. La négligence, donc l'absence de soins portés aux enfants, qui explique beaucoup, hein, qui est la seule forme de maltraitance qui ne diminue pas ces dernières années. La maltraitance émotionnelle qui concerne en fait des atteintes à l'estime de soi de l'enfant, des humiliations. Et puis une forme de maltraitance qui est en progrès malheureusement, mais de laquelle nous ne parlerons pas non plus, c'est le fait que des enfants peuvent être exposés à des violences intrafamiliales. On a tendance maintenant de considérer aussi que ça fait partie des maltraitances aux enfants, mais nous parlerons uniquement des 4 premières formes. Alors, quelles sont les conséquences de ces différents types de maltraitance? On va passer assez vite. Ce que vous voyez ici, ce sont les 4 formes de maltraitance dont on a parlé, la négligence, la maltraitance émotionnelle, physique et la maltraitance sexuelle. Et ce qui est illustré ici, c'est une échelle en fait de comportement antisocial chez les enfants à différentes classes d'âge, selon le fait que les enfants ont pu être ou pas maltraités. En rouge, ce sont les courbes qui correspondent à la maltraitance, et dans les autres couleurs, c'est les personnes qui n'ont pas été exposées à de la maltraitance. Alors, quand on regarde ces courbes, on voit qu'elles diminuent. Elles diminuent puisque les comportements antisociaux diminuent avec l'âge. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a assez peu d'impact de la maltraitance. Donc, en voyant ça, on peut se dire, puisque les 2 courbes ne sont guère différentes, quand on regarde ça, on peut se dire, ah bon, donc ça n'a pas de conséquences. Ben, si ça en a, mais ça en a surtout plus tardivement. Parce que maintenant, vous voyez les mêmes courbes, mais après l'âge de 23 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, et on voit que là, il y a vraiment une différence entre les 2 courbes. Donc, ça montre que la maltraitance peut créer des comportements antisociaux qui perdurent jusqu'à l'âge adulte, qui se manifestent et qui se maintiennent dans le temps. Alors, un comportement antisocial n'est pas forcément un comportement pathologique, mais ici, vous voyez les résultats d'une étude australienne qui est parue il y a 2 ans, qui porte cette fois-ci sur l'impact de la maltraitance sur les pathologies psychiatriques. Alors, en sombre, vous avez les enfants qui ont été victimes de maltraitance. En clair, ceux qui n'ont pas été victimes de maltraitance. Ici, vous voyez, pour toutes les maladies psychiatriques confondues, vous voyez que le taux est pratiquement multiplié par 2 chez des personnes qui sont âgées autour de 20 ans, hein, c'est-à-dire elles ont entre 16 et 24 ans, une moyenne de 20 ans. Vous voyez que cela concerne toutes différents types de pathologies, la dépression, l'anxiété qui est très augmentée, l'abus d'alcool, le stress post-traumatique. Là, c'est chez des personnes autour de 20 ans, mais on peut refaire ces mêmes courbes quand ces personnes ont autour de 45 ans, et on voit le même phénomène que tout à l'heure, à savoir que les conséquences des maltraitances s'amplifient avec l'âge. C'est-à-dire, alors que paradoxalement, on s'est éloigné de la période pendant laquelle la maltraitance a eu lieu,
On s'est éloigné dans le temps de cette période, mais les conséquences sont très importantes. Vous voyez que c'est plus que multiplié par 2, c'est multiplié par 2, par 3, par 4, selon la pathologie. Vous le voyez très bien ici. Par exemple, ce sont que des exemples, le risque d'avoir une pathologie psychiatrique en général, il est multiplié par 2,8, donc presque multiplié par 3. Le risque d'avoir un stress post-traumatique multiplié par 4,6, le risque de devenir dépendant du cannabis multiplié par 6, de faire des tentatives de suicide multiplié par 4. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais ce sont des chiffres particulièrement alarmants. Alors, quand on voit ça, on peut se dire, eh ben, ces différentes pathologies psychiatriques dont on a parlé, on sait déjà qu'elles sont sous-tendues par des altérations biologiques. Donc, on peut se demander si les enfants qui ont été victimes de maltraitance présentent également des altérations biologiques lorsqu'elles sont enfants, mais aussi plus tardivement, lorsque ces pathologies se manifestent, c'est-à-dire lorsque ces personnes sont adultes, et même, peut-être, pourquoi pas, la génération future. On va voir que c'est bien le cas. Des altérations biologiques, en fait, on peut les étudier à deux niveaux. On peut les étudier au niveau du cerveau et on peut les étudier, ce qu'on appelle, nous, au niveau périphérique. En gros, ça veut dire ce qui n'est pas le cerveau. C'est-à-dire, on peut faire des analyses de sang et regarder si on voit différents marqueurs ou on peut regarder le cerveau. Donc, on se penchera surtout ici sur le niveau cérébral, mais je vous montrerai quand même une petite étude sur le niveau périphérique. Alors ici, ce que vous savez peut-être tous, que quand on est stressé, n'importe qui, quand on est stressé, on a une sécrétion d'hormones du stress. L'hormone du stress principale, c'est le cortisol. Donc vous voyez ça ici, c'est-à-dire vous voyez ici le taux de cortisol et en fonction des jours, des semaines. Alors, qu'est-ce que représente cette courbe? Eh bien, en gros, c'est l'état de base du cortisol, il est dans le vert. Ici, il y a un stress, il y a une pic de cortisol, mais ensuite, dès que le stress est terminé, ça revient à la normale, ça revient à l'état de départ. Et puis, il y a un nouveau stress ici, un nouveau pic, et ça revient à l'état de départ. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, le sujet, ici, est capable de réguler son taux de cortisol, c'est-à-dire il est capable de revenir à l'état de base. Parce que ce qui est grave, ce n'est pas d'avoir un pic, c'est de ne pas être capable de revenir à l'état de base. Par contre, si une personne a subi des stress de manière répétée, chronique, sur des mois, ce qu'on voit, c'est que petit à petit, elle ne revient pas à l'état de base. Elle a un premier stress, elle revient à l'état de base, mais ensuite, il y a comme une accélération, une accumulation. En fait, après chaque stress, le cortisol redescend, mais il ne revient jamais à l'état de base initial. L'état de base initial, ça correspondait à cette ligne-là. Donc, vous voyez que petit à petit, au fur et à mesure que ces stress se répètent, on s'éloigne de l'état de base et on arrive ensuite dans cette zone orange. En fait, on aurait pu la mettre en rouge et qui correspond à un taux de cortisol qui est de manière permanente trop élevé. Alors, maintenant, ici, on est dans une échelle sur plusieurs mois. Maintenant, on va passer dans une autre échelle sur plusieurs années. Donc, sur plusieurs mois, on était là, c'est-à-dire on était dans un état où il y a un taux de cortisol trop élevé qui n'arrive plus à baisser, qui n'arrive plus à revenir à l'état de base. Mais si cet état perdure, ce qui se passe, c'est que au bout d'un certain temps, il n'y a plus de cortisol de disponible. Et du coup, il y a le contraire, il y a un effondrement, c'est-à-dire une hypocortisolémie, un état de cortisol trop bas. Or, si c'est mauvais d'être en excès de cortisol, c'est tout aussi mauvais d'être en état de cortisol très bas. C'est aussi ce qui se passe, vous voyez ici, après un trauma. Donc, il y a un trauma, il y a une énorme augmentation du taux de cortisol et après un effondrement. Or, cet état d'hypocortisolémie, on le trouve chez les personnes qui ont été victimes de maltraitance infantile. On le trouve chez les adultes qui subissent des stress, mais on trouve la même chose chez les enfants. Et chez les enfants, on le trouve
à vie, c'est-à-dire toute leur vie, ils vont avoir un niveau de cortisol trop bas. Alors vous allez me dire, bah, qu'est-ce que ça fait d'avoir un niveau de cortisol trop bas? Bah, en fait, le cortisol, c'est une molécule qui se fixe sur des récepteurs et ces récepteurs au cortisol, ils se trouvent dans tout le corps. Ils se trouvent par exemple dans les cellules graisseuses, ils se trouvent dans les cellules du cerveau, ils se trouvent dans les cellules des vaisseaux sanguins. Et c'est ça qui va faire que quand on a des altérations du niveau de cortisol, ça va toucher l'ensemble des organes, puisque les récepteurs au cortisol se trouvent dans l'ensemble des organes. Et donc, on va avoir diverses pathologies, obésité, hypertension artérielle, qui sont toutes liées à ces altérations du taux de cortisol. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe cette fois-ci au niveau du cerveau. Alors le cerveau, on peut l'étudier à différents niveaux. Ce que vous voyez ici, vous voyez un cerveau humain entier, hein, vous le voyez un peu par transparence, et vous voyez ici, il y a des petits points verts ou bleus ou violets. Ça correspond à différentes zones du cerveau. En tout, on estime qu'il y en a à peu près 116 de zones différentes. Ici, bien sûr, pour rendre le propos plus facile à saisir, je n'en ai mis qu'un nombre très minimal. Et ce que vous voyez, c'est que ces aires cérébrales, elles sont connectées entre elles, elles communiquent entre elles, elles dialoguent entre elles. Elles sont organisées dans des réseaux, comme dans des petites communautés de zones cérébrales, si vous voulez. Et donc, on peut étudier le cerveau au niveau de ces réseaux. Vous voyez ici, il y aurait un réseau au niveau d'une zone, ça correspond plus ou moins à notre front. Vous voyez, il y aurait un réseau au niveau du front. Il y aurait un autre réseau ici qui serait au niveau du dessus de la tête et ainsi de suite. Donc, un premier niveau auquel on peut étudier, c'est au niveau des réseaux. Ou alors, on peut l'étudier au niveau de chacun des points, au niveau de chacune des zones du cerveau. C'est un deuxième niveau. Ou bien on peut faire un gros plan sur ces zones, vous le voyez ici. Ça, ce serait un gros plan de cette zone-là, ou ça, ici, ce serait un gros plan de cette zone-là, et ainsi de suite. Et si on fait un gros plan sur ces zones, on voit qu'à l'intérieur, il y a des cellules, ça correspond à ces petits triangles, à ces petits ronds, et vous voyez que ces cellules, à leur tour, elles communiquent entre elles, elles dialoguent entre elles. Donc, il y a ici ce qu'on appelle des microcircuits cérébraux. Donc, on peut aussi l'étudier à ce niveau-là. Ou bien on peut descendre encore d'un cran et regarder, puisque chacune de ces microcircuits est composée de cellules, comme ce triangle-là, c'est une cellule, et ben on peut refaire un gros plan sur cette cellule, vous voyez le triangle ici, et regarder ce qui se passe au niveau de cette cellule, ou bien cette cellule, elle est composée de molécules, vous voyez ici des molécules, on peut descendre encore d'un cran et aller voir ce qui se passe au niveau des molécules du cerveau. Donc il y a ces différents niveaux qui s'emboîtent les uns les autres. Et on va essayer de voir un peu ce qui se passe à ces différents niveaux. Ici, on est en premier niveau, on est au niveau des réseaux cérébraux. Et ce qui est illustré sur cette diapositive, ce sont 4 réseaux cérébraux. Le premier, c'est celui qui est en jaune ici. Ce sont 2 régions. Vous voyez la région ici qui est sous le front, qui s'appelle le cortex préfrontal, et une autre région qui est ici, qu'on appelle l'amygdale. Ce n'est pas l'amygdale qu'on a dans la gorge, c'est une autre amygdale qui se trouve dans le cerveau. Cette amygdale du cerveau, c'est un peu la zone des émotions. C'est-à-dire, c'est une zone qui est active quand on est stressé, quand on est en colère, quand on a peur, enfin dans différentes émotions fortes comme ça. Et cette zone, elle est en communication avec la zone qui s'appelle le cortex préfrontal. Elles communiquent tous les deux dans les deux sens, qui est la zone en fait de la régulation des émotions. Peut-être que vous avez tous déjà eu envie de vous mettre d'être en colère. Vous avez peut-être déjà été très en colère contre quelqu'un, mais vous avez eu la possibilité de ne pas manifester votre colère, c'est-à-dire de continuer à parler gentiment, bien que vous soyez très en colère. C'est possible grâce à la communication de ces deux zones, puisque l'amygdale, c'est une zone qui est très réactive quand on est en colère, et le cortex préfrontal, c'est la zone de la régulation des émotions qui permet de calmer l'expression des émotions. Et bien, cette communication entre ces deux zones, qui permet la régulation des émotions, elle est déficitaire chez les enfants qui ont subi la maltraitance et cette altération se maintient jusqu'à l'âge adulte.
Ici, la communication entre deux autres zones, l'amygdale et cette zone-là, qui est la zone de la mémoire, qui s'appelle l'hippocampe. Ces deux zones communiquent également. Et là aussi, c'est quelque chose qui est déficitaire après la maltraitance. Ici, c'est un autre réseau qui est le réseau qui permet de prêter attention, c'est-à-dire qui permet de se concentrer. Vous voyez ces différentes zones ici en vert qui sont un petit peu partout, qui communiquent entre elles. Et ben, ce réseau de l'attention est déficitaire chez les adultes qui ont été maltraités étant enfants. Et enfin, ici, ce réseau qui est en bleu ou violet, qui s'appelle le réseau du mode par défaut. C'est un réseau qui est très actif quand on est focalisé sur soi-même, quand on rumine ses idées noires, quand on ne s'intéresse pas au monde extérieur ou à ceux qui nous entourent. Et ben, ce réseau-là, il est hyper activé chez les personnes qui ont été victimes de maltraitance. Donc, on voit ici qu'il y a quand même des altérations du fonctionnement cérébral qu'on peut lier avec des altérations du comportement ou des processus cognitifs chez des personnes qui sont victimes de maltraitance. Maintenant, on va descendre d'un cran, on va aller voir ce qui se passe au niveau des zones du cerveau. On va se focaliser sur quelques zones, comme l'amygdale, hein, dont j'ai déjà parlé, qui est ici, associée aux émotions, le cortex frontal, associé à la régulation des émotions, le striatum, associé à l'action, l'hippocampe, associé à la mémoire, et puis l'hypothalamus, une zone qui est associée à la régulation des hormones. Et on peut donc se demander si le fonctionnement de ces régions est modifié par la maltraitance. Ce que vous voyez ici, c'est une image qui a été réalisée par une technique qui s'appelle la TEP métabolique. C'est une technique qui permet de voir l'activité métabolique du cerveau, c'est-à-dire si les zones du cerveau consomment ou pas beaucoup d'énergie, beaucoup de sucre. Et ce que vous voyez à gauche, c'est le cerveau d'une personne qui va bien. À droite, c'est le cerveau d'une personne qui a souffert de graves négligences. Peut-être que les plus âgés d'entre vous se rappellent qu'en 1989, à la chute du régime Ceausescu en Roumanie, on a trouvé dans des orphelinats des enfants qui vivaient dans des petits lits à barreaux et que personne ne regardait. C'est-à-dire, ils avaient à manger et à boire, mais ils ne bénéficiaient pas d'attention, d'affection. Et ces enfants, bien sûr, ont grandi. Et ce qui est présenté ici, c'est une comparaison entre l'activité cérébrale de l'un de ces enfants devenus adultes à droite et d'une personne qui n'a pas subi de maltraitance à gauche. Alors, ce que vous voyez, donc, ce qui est sur le haut ici, c'est la zone du front. Ce qui est à l'arrière, c'est la zone de l'arrière de la tête. Et le code couleur, c'est évidemment pas la couleur naturelle du cerveau, c'est un code qui a été inventé par les chercheurs pour illustrer l'activité du cerveau. Quand c'est en rouge, l'activité du cerveau est très intense. Quand c'est en jaune, elle est intermédiaire. Quand c'est jaune ou vert. Et quand c'est en violet ou noir, c'est peu actif. Alors, ce que vous voyez, c'est que chez une personne normale, les zones frontales importantes pour la régulation des émotions sont très actives. Chez les personnes négligées, elles sont beaucoup moins actives. Les zones des tempes sont également très actives chez les personnes normales. C'est là où il y a notamment la mémoire. Et vous voyez que c'est très déficitaire chez les victimes de maltraitance. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que chez les victimes de maltraitance, ce n'est pas tout le cerveau qui dysfonctionne. Ce sont particulièrement ces régions du cerveau. Parce que si vous regardez l'arrière du cerveau, qui est impliqué, lui, dans la vision, ben, on ne voit pas vraiment d'altération entre les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a des altérations du fonctionnement cérébral chez les victimes de maltraitance, mais spécifiquement dans certaines régions du cerveau impliquées dans les processus cognitifs et les émotions.
Maintenant, on va descendre d'un cran, on va aller à l'échelle des cellules. Alors, dans le cerveau, il y a différents types de cellules. Il y a d'abord des neurones. Ça, je ne vais pas vous étonner. Vous voyez ici des neurones. Il y en a différents types. Par exemple, ces neurones qui ressemblent à un triangle, là, qu'on appelle des neurones pyramidaux, ce qui ressemble à des petites pyramides, ou celles-là, ce qui ressemble à des petits granules, dont ils appelaient des cellules granulaires. Ce sont des neurones excitateurs. Vous avez aussi des neurones inhibiteurs, comme celui-là en violet. Et vous voyez que ce neurone, il y a des petits points là autour. Parce que autour de certains de ces neurones, il y a comme un filet qu'on appelle les filets périneuronaux. On va y revenir. Et vous n'avez pas seulement des neurones, mais vous avez aussi des cellules qui ressemblent à des petits astres, donc on les appelle des astrocytes. Elles fournissent de l'aliment aux neurones, donc elles sont aussi très importantes, puisqu'un neurone sans alimentation, il ne peut pas faire grand-chose. Vous avez d'autres cellules qui s'appellent des cellules microgliales, ce sont les cellules de l'inflammation. Nous avons aussi des cellules de l'inflammation dans le cerveau. Et puis, vous avez ces cellules-là qui portent un nom compliqué d'oligodendrocytes, mais qui sont impliquées dans la transmission de l'information. Si on regarde ce qui se passe chez des personnes qui sont victimes de maltraitance, on voit, alors on peut regarder ces cellules dans toutes les régions du cerveau. Vous voyez ici, ça a été regardé dans le cortex préfrontal, c'est le petit carré vert, ou dans l'amygdale, et vous voyez que dans le cortex préfrontal, ces neurones excitateurs ici, ou même les neurones inhibiteurs aussi, leur complexité est réduite, leur densité est réduite, alors que dans l'amygdale, c'est augmenté. Et puis, ici, on peut voir aussi qu'il y a moins d'astrocytes dans le cortex préfrontal, il y a moins d'oligodendrocytes également, et puis il y a plus de cellules du système immunitaire, des cellules microgliales. Ça, je vous ai mis juste un exemple de comment sont faites ces recherches, puisque les cellules, malheureusement, on peut les regarder que chez une personne qui est décédée. Donc, ici, c'est une étude qui a été menée par Arnaud Tanti, qui est un membre de notre équipe de recherche, et il s'est intéressé à ces fameux réseaux périneuronaux. Vous voyez ici le neurone en rouge, et vous voyez ce filet vert qui entoure le neurone. Et on pense que ces neurones sont impliqués dans le stockage des souvenirs traumatiques. Et quand il est entouré d'un filet périneuronal, on pense que c'est quelque chose qui a comme effet un petit peu d'encapsuler le souvenir traumatique. Et ce que vous voyez ici, c'est le nombre de ces filets périneuronaux. En rouge, c'est chez des victimes de maltraitance. En noir ou en gris, c'est chez des personnes qui n'ont pas été maltraitées. Je précise que cette étude a été faite chez des personnes, évidemment, qui avaient donné leur corps à la science et qui sont décédées. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a une augmentation, effectivement, de ces filets périneuronaux chez les victimes de maltraitance. Il y a aussi, on va dans le niveau moléculaire, il y a des modifications dans l'expression des gènes. On appelle ça l'épigénétique. Ce que vous avez ici, c'est une cellule avec un noyau dans lequel il y a des chromosomes. Mais si vous faites un gros plan sur le chromosome, vous allez voir qu'il est composé de brins d'ADN que vous voyez ici. Et c'est sur ces brins d'ADN qu'il y a l'information qui permet de fabriquer des protéines, mais la transcription de cette information peut être plus ou moins perturbée par ce qu'on appelle des marques épigénétiques, comme ces petits points bleus que vous voyez là, ou bien ces points rouges ou jaunes que vous voyez là, qu'on appelle de noms compliqués, les modifications des histones, la méthylation de l'ADN, ça n'a peu d'importance le nom. Mais ce que vous voyez ici, c'est que par exemple, le gène qui permet de fabriquer les récepteurs au cortisol, il est altéré chez les victimes de maltraitance. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des conséquences à tous ces niveaux. Maintenant, on peut se demander, jusqu'à présent, j'ai parlé de maltraitance en général, on peut se demander si il y a aussi une signature spécifique de chaque forme de maltraitance. Et la réponse est oui. Déjà, ici, vous avez simplement une illustration pour les maltraitances sexuelles
les négligences et les maltraitances psychologiques. Et ce qui est illustré ici en bleu ou en rouge ou en jaune, ce sont les altérations qui sont observées. Vous voyez que les altérations sont différentes en fonction du type de maltraitance qui a été subie. Par exemple, ici, mais c'est juste un exemple, pour les victimes d'abus sexuels, vous voyez ici, cette petite zone bleue, là, en fait, c'est une zone qui est impliquée dans la perception de son corps. Et bien, vous voyez que cette zone, elle est altérée dans le cas d'abus sexuels et elle n'est pas altérée dans les autres formes de maltraitance infantile. On n'a pas le temps malheureusement d'approfondir, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'en fonction du type de maltraitance, il y a aussi des modifications spécifiques au niveau du cerveau. Maintenant, vous avez tous déjà vu que tout le monde ne réagit pas de la même manière à la maltraitance. Il y a des personnes plus ou moins résilientes ou vulnérables. Alors nous, on parle de personnes effectivement résilientes ou vulnérables. Il y a même une catégorie de personnes, on appelle ça la croissance post-traumatique, qui sont, qui semblent tirer un bénéfice de la maltraitance. Ou bien il y a aussi une théorie de l'inoculation du stress qui postule que des petites maltraitances peuvent aussi accroître la capacité du sujet à s'ajuster à des situations de stress plus tard. Mais on va surtout se focaliser sur le premier point, la vulnérabilité ou la résilience à la maltraitance. Quels sont les facteurs qui sont impliqués là-dedans? Ben, un premier facteur qui est impliqué, c'est le facteur génétique. Ce que vous voyez ici, c'est une étude qui a été menée en Nouvelle-Zélande, où ils ont suivi une population de plus de 1000 personnes pour différents indicateurs, les types de gènes qu'ils expriment, le comportement qu'ils expriment et le fait, ils avaient des informations sur le fait que les personnes avaient été ou pas victimes de maltraitance. Et ce qu'on voit ici, c'est le comportement antisocial en fonction du fait que la personne a été ou pas victime de maltraitance. Et ceux qui n'ont pas subi de maltraitance, ceux qui ont subi des maltraitances sévères, on voit que globalement, ça augmente le comportement antisocial quand la personne atteint l'âge adulte. Ça a été fait à l'âge de 26 ans, mais pas dans les mêmes proportions en fonction du variant génétique. Vous avez ici un variant génétique pour lequel il y a beaucoup moins de conséquences que pour l'autre. Hein, ça, c'est pour le gène de la monoaminoxydase, MAOA, ou ça ici, c'est un autre gène. C'est la probabilité de faire un épisode dépressif en fonction du fait d'avoir été ou pas maltraité. Et là, vous voyez également que pour certains variants génétiques, il n'y a pas de conséquences. Pour d'autres, il y a des conséquences très graves. Donc ça, c'est un premier facteur qui peut expliquer la vulnérabilité ou la résilience. Il y en a bien sûr d'autres comme les traits de personnalité, mais voilà, ici, on n'a qu'une première approche. On ne peut pas euh, mentionner tout ce qui a été fait dans ce domaine. Maintenant, une autre question qui surgit, c'est est-ce que quand une personne a subi des maltraitances, est-ce que les conséquences se manifestent uniquement chez cette personne ou est-ce que ça peut affecter ses descendants? Alors, la réponse est malheureusement oui, malheureusement, ça peut affecter les descendants. Vous avez ici déjà un graphique extrêmement simple où ce que vous voyez ici, c'est le taux de cortisol de l'enfant. Donc, vous voyez qu'il peut être plus ou moins élevé. Ça a été dosé dans les cheveux. Hein, donc, on prélève des cheveux et on regarde le cortisol là-dedans. Et ici, c'est en fonction du fait que sa maman a ou pas subi de la maltraitance. Donc, plus on va vers la droite, plus la mère a été victime de maltraitance. Et vous voyez qu'il y a un lien direct entre le taux de cortisol de l'enfant et la maltraitance de la mère. Il y a une corrélation entre les deux. Plus la mère a subi des maltraitances, plus le taux de cortisol de son enfant sera bas. Ici, c'est la relation entre deux régions du cerveau.
en fonction chez un enfant, en fonction du fait que sa mère a été ou pas victime de maltraitance. Vous voyez, ici, la mère n'avait pas de maltraitance. Ici, la mère avait une maltraitance. Et ça, c'est le lien entre deux régions du cerveau, peut être de 0 ou de 0,5. Vous voyez que chez une personne qui n'a pas subi de maltraitance, ces deux régions sont bien connectées. Mais lorsque la mère a subi des maltraitances, chez l'enfant, ces deux zones vont moins communiquer. Donc là, on est vraiment dans une situation de transmission sur deux générations, de la première vers la deuxième génération. Mais ça peut même aller plus loin. Alors, évidemment, chez l'humain, pour étudier une transmission sur plusieurs générations, c'est assez compliqué à faire puisqu'il faut 20, 25, 30 ans pour avoir une nouvelle génération. C'est pour ça que des études ont été menées chez des animaux, chez des souris. Parce qu'une souris, quand elle est âgée de 2 mois, elle peut déjà donner naissance à une nouvelle génération. Donc, on peut avoir 3, 4, 5, 6 générations en 2 ans facilement. Donc ici, c'est une étude que je vais vous montrer qui a montré une transmission transgénérationnelle sur 4 générations et même ça a été étudié jusqu'à la 5e génération. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils avaient 2 types de souris. Alors, quand les souris sont dessinées en gris, ça veut dire qu'elles n'ont pas subi de maltraitance. Quand elles sont en rouge, elles ont subi des maltraitances quand elles étaient jeunes. Et quand elles sont en bleu, c'est des souris aussi qui n'ont pas été maltraitées. Donc, on a ici les témoins. On a c'est les mamans. Elles ne sont pas maltraitées, mais leur progéniture, soit n'est pas maltraitée ici en bleu, soit a été maltraitée ici en rouge. Au bout de 3 mois, on regarde le comportement de la progéniture. Donc ici, c'est la première génération. On étudie ça dans une batterie de tests d'anxiété, de dépression. Mais ensuite, on fait la même manipulation. Donc, ils ont étudié ici que les mâles. Mais on fait la même manipulation chez les descendants de ce mâle. Vous voyez que ce mâle est accouplé à une femelle grise, donc qui n'a subi aucune forme de maltraitance, mais on va regarder le comportement sur la 2e génération, la 3e génération, la 4e génération. Ici, vous voyez les résultats. En rouge, c'est la 3e génération, c'est le comportement dépressif. Vous voyez qu'il y a un comportement dépressif dans la 3e génération de souris. Et ici, c'est l'anxiété sur la 4e génération. Vous voyez qu'il y a une augmentation de l'anxiété à la 4e génération. Et il y a des études qui ont montré que c'est encore présent à la 5e génération, que ça s'atténue à la 6e génération. Donc, je vous rappelle que la première, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e génération n'ont jamais été exposées à aucune forme de maltraitance et que ces résultats ne peuvent pas s'expliquer par un changement du comportement parental, puisque c'est les descendances des souris mâles et que les souriceaux ne sont pas élevés avec leur père. Donc, c'est une transmission qui se fait par d'autres canaux. Alors, jusqu'ici, si on s'arrêtait là, mes propos seraient quand même assez déprimants, puisqu'on voit qu'il y a des conséquences comportementales, psychiatriques, biologiques, jusqu'à l'âge adulte et sur la génération suivante, et la situation semble sans espoir. Ben, heureusement, on peut faire quelque chose. Ici, je vous présente une étude qui a été réalisée justement chez les populations roumaines, dont j'ai parlé tout à l'heure, ces enfants qui vivaient dans des orphelinats où ils subissaient de graves maltraitances. Ben, en fait, ce qui a été réalisé, je sais que ce graphique est très difficile à lire, on ne va pas le lire, mais ils avaient en fait 2 groupes d'enfants. Il y a ceux qui vivaient dans les institutions où ils subissaient cette forme de violence, de négligence, et puis ils ont comparé ces enfants à ceux qui vivaient dans des milieux normaux, également en Roumanie. Et parmi les enfants qui vivaient dans des institutions,
certains ont pu être soit adoptés, soit être placés dans des familles d'accueil, et d'autres, malheureusement, non. Donc, on a en gros trois groupes d'enfants. On a les enfants qui sont restés dans l'institution, on a les enfants qui ont été placés dans des familles d'accueil, et il y a ceux qui n'ont jamais été placés en institution. Et ces enfants étaient évalués à différents âges, à 8 ans, à 12 ans, à 16 ans, et je vais maintenant vous présenter les résultats. Premièrement, qu'est-ce qui se passe à l'âge de 8 ans? Ce qui a été mesuré ici, ce sont les compétences sociales. En bleu, ce sont ceux qui ont toujours été élevés en institution. En violet, ceux qui n'ont jamais été élevés en institution. Vous voyez évidemment que ceux qui n'ont jamais été en institution ont des bien meilleures compétences. Et en vert, ce sont ceux qui ont été placés en famille d'accueil. Alors vous allez me dire, bah, il y a deux courbes vertes. Bah oui, il y en a deux. Pourquoi? Parce que en vert sombre, ce sont ceux qui ont été placés en famille d'accueil après l'âge de 20 mois. Et en vert clair, ceux qui ont été placés en famille d'accueil avant l'âge de 20 mois. Vous voyez qu'à l'âge de 8 ans, ceux qui avaient été placés après l'âge de 20 mois n'avaient rien récupéré, alors que ceux qui ont été placés avant l'âge de 20 mois avaient des compétences sociales équivalentes à celles de ceux qui n'avaient jamais été placés en institution. Alors vous allez me dire, bah, c'est déprimant parce que ça veut dire que ceux qui sont placés trop tard n'ont aucune chance. Ben, c'est pas comme ça, parce que quand on regarde un peu plus tard, on voit qu'ils peuvent quand même récupérer. Ici, c'est le quotient intellectuel en fonction de l'âge du placement. Et vous voyez effectivement que plus les enfants ont été placés jeunes, plus le quotient est élevé. Et effectivement, ceux qui ont été placés après l'âge de 30 mois semblent avoir un quotient plus bas. Mais maintenant, on va voir des données plus intéressantes. Ici, c'est ce qui a été réalisé, c'est une IRM qui a été réalisée entre 8 et 11 ans, où on a les enfants toujours en institution, ceux jamais en institution, et ici, ceux qui ont été placés en famille d'accueil. Vous voyez qu'ils sont intermédiaires, donc vers 11 ans, ils sont intermédiaires pour le volume du cortex, le volume de la matière blanche cérébrale. Et ici, c'est l'activité cérébrale à 16 ans. Et ce qui est présenté en bleu, ceux qui sont dans les institutions, en vert, ceux qui sont jamais en institution, en rouge, les adoptés ou les placés. Vous voyez que là, à 16 ans, ils ont récupéré à peu près totalement au niveau de l'électroencéphalogramme. Donc, et ceci, quel que soit l'âge du placement. Donc, ça veut dire que, peut-être avec un effet retard, mais ils finissent par récupérer quelque chose qui est équivalent à ceux de personnes qui n'ont pas subi cette forme de maltraitance. Alors, il y a d'autres formes d'intervention qui sont possibles, en particulier les psychothérapies, le support social. Dans les psychothérapies, ce qui a montré une efficacité, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies centrées sur le trauma et les interventions qui sont basées sur la compassion. Ce que vous voyez ici, c'est l'effet d'une thérapie cognitivo-comportementale, c'est le score ici de trauma, et c'est ici l'activité, le volume du cerveau au début, avant la thérapie, après la thérapie. En noir, c'est chez des personnes qui n'ont jamais subi de maltraitance, donc c'est normal qu'il n'y a pas de différence. Mais ici, on voit chez ceux qui ont été maltraités, on voit que la thérapie a conduit à une amélioration. Donc, au cours du temps, on n'a pas tout récupéré, mais peut-être que si on poursuivait la thérapie plus longtemps, on arriverait à une récupération plus complète. Ici, c'est une nouvelle forme de thérapie qui est une thérapie qui consiste en fait à développer la compassion. Il y a différentes étapes. La personne doit d'abord développer une compassion pour elle-même,
Ensuite, elle doit développer une compassion pour des inconnus et en troisième lieu, ce qui est le plus difficile, développer une compassion pour des personnes qui sont ses ennemis. Ce que vous voyez, c'est que cette thérapie est efficace. Vous avez ici la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique, et c'est le score de personnes, enfin le pourcentage de personnes atteintes par ces pathologies avant et après cette thérapie de compassion. On voit que la thérapie est efficace, elle diminue les scores de ces pathologies c'est associé aussi à une récupération sur le plan biologique. C'est le cas aussi du support social. Il a été montré que le support social non seulement permet de, comment dirais-je, de diminuer l'impact psychiatrique de la maltraitance infantile, mais permet également de restaurer une connectivité cérébrale plus proche du normal. Donc, ça montre qu'on peut faire quelque chose et que ce quelque chose est efficace non seulement sur le plan psychiatrique et comportemental, mais aussi sur le plan cérébral. Voilà. Donc, je pense qu'on peut dire ici que la maltraitance infantile est bien sûr un problème de santé publique majeur, qui est associé à des altérations surtout cérébrales durables jusqu'à plusieurs générations, mais qu'on peut faire quelque chose pour contrecarrer ces altérations. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour la richesse de vos propos, parce qu'ils viennent certainement appuyer, ancrer des choses que certains ou certaines d'entre nous peuvent observer, mais sans savoir bien sur quoi s'appuyer, sur quoi appuyer leurs observations. Je vais vous relayer deux, trois choses qui sont apparues dans la conversation. Un participant ou une participante fait écho aux travaux d'Amy Pickler et du travail d'accompagnement justement qu'elle a travaillé, qu'elle a développé pour tous les enfants fragilisés. Une autre participante questionne la différence. Est-ce qu'il y a une différence en ce qui concerne la transmission intergénérationnelle, paternelle et maternelle? La participante souligne qu'il y a des études qui sembleraient dire que le sexe féminin ait une meilleure évolution après un trauma que le sexe masculin. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à nous transmettre sur cette question du père, de la mère et de la transmission. Oui, alors il y a en fait beaucoup plus d'études qui ont été menées sur les mères, notamment parce qu'elles sont en première ligne pour les comportements parentaux. Enfin, et donc, chez l'humain, les études sont portées surtout sur les mères, parce qu'il y a aussi des études que je n'ai pas mentionnées ici, mais sur les stress que peuvent subir les mères, par exemple, pendant la grossesse. Donc là, Mhm. c'est pas une maltraitance infantile que la mère aurait subie, mais ce sont d'autres stress qui ont lieu quand la personne euh, soit est déjà adulte, soit est enceinte. Donc les travaux sont plus focalisés sur les mères parce que aussi on a plus de comment dirais-je, spontanément d'idées d'un mécanisme possible, puisqu'évidemment, par exemple, on sait que le cortisol traverse la barrière placentaire. Donc, si une mère a été victime de maltraitance, que son taux de cortisol a été altéré, ça veut dire que pendant la grossesse qu'elle va avoir, ce taux altéré de cortisol va automatiquement se transmettre à sa progéniture. Enfin, donc Mhm. tous ces mécanismes de transmission prénataux, euh, bien sûr, ne concernent pas dans les mêmes proportions les hommes. Enfin, donc ensuite,
donc il y a beaucoup plus d'études qui ont été menées chez les femmes. Mhm, Mais mhm, dans l'étude que j'ai présentée chez l'animal, là, c'était une transmission paternelle. mhm, Donc effectivement, il y a les deux cas, c'est-à-dire aussi bien la maltraitance à des garçons qu'à des filles peut avoir des conséquences mhm, sur les générations futures. mhm. Merci pour cette précision. Quelqu'un d'autre pose la question des ruptures de placement. C'est-à-dire que vous avez expliqué qu'il y avait un effet positif en fonction de l'âge, enfin, en tout cas, l'effet observé était différent en fonction de l'âge du placement. Est-ce que vous avez aussi mené des études sur les effets de rupture de placement? Euh, voilà, c'est une question qu'on n'a pas abordée dans le webinaire, mais Oui, alors je ne pense pas qu'il y a eu des études, disons, sur les conséquences biologiques en cas de rupture de placement, parce que ces études sont déjà assez difficiles à réaliser et du coup, à mon avis, elles ne se sont pas intéressées à ce point, à ce plan-là, disons, pour l'aspect biologique, hein. mhm, Donc, mhm, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'études. On peut s'imaginer que cette instabilité a évidemment des conséquences négatives, mais c'est plus au niveau de l'hypothèse que de constat réel. Mm. mhm. Et justement, il y avait donc une autre question en lien sans doute. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce type de connaissances qui sont neurobiologiques pour penser la question du maintien du lien ou du placement euh, pour un enfant? Oui, alors je pense que ces études, effectivement, elles fournissent des arguments supplémentaires déjà en termes de santé publique parce que ça montre que ce n'est pas, enfin de toute façon, les professionnels le savent, les professionnels qui sont en contact avec des enfants qui ont subi ces maltraitances sont les premiers en ligne et les premiers à savoir qu'il y a des conséquences objectivables. Mais ça fournit encore un peu davantage d'arguments puisque j'ai déjà remarqué autour de moi que quand on dit mais il y a des conséquences aussi cérébrale, les gens tout à coup euh, sont encore plus convaincus qu'il faut faire quelque Mhm, chose, bien que de dire que le comportement est altéré, à mon avis, c'est déjà suffisamment convaincant. Enfin, mhm, mhm, mais c'est comme si c'était un argument qui comment dirais-je, peut-être à cause de son objectivité totale, parce que c'est peut convaincre des décideurs, donc autant utiliser cet argument, hein. Enfin, je veux dire, mhm, pour moi, à mon sens, il n'est pas plus puissant qu'un autre. Enfin, il n'est pas plus puissant que l'argument éthique ou il n'est pas puissant que l'argument psychologique. Mais s'il peut remporter la conviction, autant l'utiliser. Mm. mhm, mhm. Euh, D'autres se demandent si la capacité vous avez indiqué qu'il y avait une altération dans la manière de gérer ses émotions. Euh, Est-ce qu'un travail centré sur l'expression et la gestion des émotions chez les enfants tout petits, en maternelle, est-ce que c'est profitable? Alors, ça n'a sans doute pas été étudié sur, comment dirais-je, en termes de conséquences cérébrales, mais on peut se dire que, étant donné que ces régions, notamment les régions donc, du cortex préfrontal, sont dysfonctionnelles, on peut faire assez facilement l'hypothèse que en les entraînant, enfin, en entraînant les enfants dans des activités de régulation émotionnelle, que ça pourrait être bénéfique non seulement pour modifier le comportement des enfants, mais aussi pour restaurer une activité normale de ces régions cérébrales. Ça, on Mhm. sait que ce sont des régions qui sont plastiques. On parle de neuroplasticité.
Donc, ces régions, comment dirais-je, leur fonctionnement peut être restauré par le fait qu'elles soient sollicitées fréquemment. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, ça doit avoir un effet positif. Mm. Mais c'est ce qui vient sans doute probablement aussi souligner l'importance de notre présence auprès des enfants. Je dis notre en tant que professionnels qui accueillons les enfants dans d'autres lieux que leurs lieux familiaux, où ils viennent quand même expérimenter toute une autre série de choses qu'ils expérimentent à l'intérieur de leur famille et qui vient les placer aussi mais comme sujet dans une relation et donc expérimenter et sans doute activer des zones cérébrales qu'ils activent peut-être moins ou différemment à l'intérieur de la cellule familiale. Et donc je pense que ça doit aussi nous donner l'énergie d'être pleinement présent auprès de tous les enfants parce que ça leur permet justement, quand ils sont dans un milieu euh, qui engage des difficultés de vie, eh bien, ils peuvent faire une expérience différente et peut-être restauratrice ou oui, qui vient complémentairement développer leur cerveau, mais pas que leur cerveau. Je dirais. Donc voilà, je trouve que vos propos appuient aussi l'importance de nos métiers, alors qu'on soit instituteur maternel, péricultrice, périculteur, infirmier, même moniteur sportif. Voilà, je trouve que ça vient nous dire combien il est important que les enfants aient d'autres expériences que l'expérience familiale. Oui, oui, oui. Et en tout cas, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette thématique, effectivement, dans un premier temps, je voyais ça surtout en termes comment dirais-je, de communication pour convaincre les gens que vraiment la maltraitance a des conséquences et que du coup, il faut tout faire pour développer la prévention. Mais ensuite, Mhm. quand j'ai vu ces études, comment dirais-je, qui montrent aussi les bénéfices de différents types d'interventions, je me suis dit, bah, là aussi, il faut communiquer dans ce domaine pour montrer qu'on peut faire quelque chose, en fait, ce qu'on fait est efficace. Mm. Mhm. Voilà, mais je dirais que, bon, il y a encore quelques questions qui arrivent, mais qui sont très spécifiques. Le temps avançant, je dirais que je vais refermer le temps de travail maintenant. Ceci dit, je vous rappelle que pour ceux qui souhaitent reprendre les propos, il y a un petit livre donc qui vient d'être édité dans la collection Temps d'arrêt et écrit donc par Catherine Belzung, Enfance maltraitée, les apports des neurosciences. Je vois que Laurent vous le remet dans la conversation. Donc, le temps aussi de travail ici a été enregistré et vous pourrez le retrouver sur le site de Yapaka. Et alors, vous dire déjà aussi que le prochain webinaire temps de travail que nous allons faire ensemble va sans doute approfondir toute une série de questions en lien avec ce qui a été déposé dans la conversation, puisque ce sera un temps de travail qui nous réunira pour comprendre et prévenir la négligence. Parce que vous avez quand même indiqué dès la première dia que la négligence était une des quatre, hormis celle, les enfants et la violence conjugale, mais une des quatre typologies de maltraitance importantes aujourd'hui et qui est sans doute une qui est très compliquée à comprendre et à prendre en charge et à cautionner dans la prévention. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le 8 janvier pour ce webinaire sur la négligence, 13h, 14h, le même temps de travail. N'hésitez pas à vous informer à la lettre d'information de Yapaka pour être tenu au courant des prochaines actualités. Un tout grand merci, Catherine Belzung, pour la richesse de votre propos et pour l'énergie que ça nous donne pour retourner chacun et chacune dans nos métiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation et de votre écoute. Merci. Et à bientôt. À Oui. bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, on